Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, on parle d'une entreprise chinoise qui utilise l'IA pour ressusciter les morts, de Gemini qui surpasse ChatGPT et du dernier modèle open source pour l'analyse de vidéos de Meta. Mais avant de commencer de discuter de tout ça, on va parler de Google qui a retiré une publicité pour son IA Gemini qui était diffusée lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 après des critiques. La publicité montrait un enfant utilisant l'IA pour écrire une lettre à une athlète. Les téléspectateurs ont accusé Google de décourager la créativité des enfants et Google a expliqué que l'intention était de montrer comment l'IA pouvait inspirer la créativité, mais a choisi de retirer la publicité. Cette décision fait suite à des préoccupations similaires concernant l'impact des IA génératives sur l'apprentissage et les droits d'auteur. Et donc effectivement, je pense que là-dessus, Google, ils n'ont pas forcément peut-être eu la meilleure stratégie de marketing sur ce sujet-là, puisque les enfants, l'éducation et surtout ce côté de l'IA qui pourrait remplacer certains secteurs assez crucial, c'est pas forcément l'axe le plus simple et le plus idéal, je pense, pour faire débarquer l'IA dans la vie de tout le monde. Et c'est un petit peu l'un des axes qui est souvent le plus critiqué. On va dire que maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, les gens vont devenir de plus en plus feignants, grâce ou à cause, et donc les enfants vont peut-être du coup être moins créatifs, ils vont moins apprendre de choses, faire moins de choses. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça peut permettre de faire énormément de choses supplémentaires. Si en plus c'est un outil qu'on maîtrise, je pense que pousser les choses pour justement réussir à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire facilement dans le passé. Mais en parallèle de ça, il faut faire attention, à pas forcément la pousser de façon un petit peu maladroite et que ça puisse être un petit peu vu comme quelque chose qui pourrait remplacer ce qu'on connaît déjà d'une façon un peu malvenue, quoi. Donc je pense que là-dessus, Google, ils n'ont pas forcément eu le meilleur axe de communication. Surtout que Gemini, il peut être utilisé de plein de façons hyper pertinentes, je pense plus pour un usage professionnel, et là où je trouve que l'intelligence artificielle a vraiment beaucoup de valeur ajoutée aujourd'hui, c'est surtout pour des tâches qui sont un petit peu répétitives, un petit peu peu intéressantes, redondantes, où vraiment on va avoir là un intérêt de faire travailler l'intelligence artificielle plutôt que de nous faire les choses, et c'est là où en fait on va vraiment avoir un gain de temps et où aussi on va pouvoir faire suffisamment confiance à l'intelligence artificielle sur ces sujets-là, où typiquement, je sais pas moi, un résumé de texte ou de la reformulation, ce genre de choses-là, c'est moi là où je trouve que les intelligences artificielles sont le plus efficaces, et c'est aussi souvent l'une des utilisations que j'ai des IA, et c'est un petit peu, d'ailleurs on en parlera un petit peu plus par la suite dans les news, ce que Apple est en train d'essayer de faire avec son concept de Apple Intelligence, c'est un petit peu faire rentrer l'IA dans notre vie de tous les jours, mais sur des usages vraiment simples et très utiles, comme de la reformulation de texte ou autre, où c'est vraiment là, je pense, que les large language models ont une grosse valeur à apporter et où on peut leur faire confiance pour nous ramener de la valeur ajoutée et pas forcément tout de suite les déléguer sur des choses un peu plus personnelles comme l'écriture d'une lettre de fan, où c'est pas forcément là où l'intelligence artificielle a, je pense, le plus sa place. Ensuite, on a une news qui concerne le jeu College Football 25. Donc c'est un jeu d'e-sport qui est sorti ce mois-ci et qui a attiré plus de 5 millions de joueurs, notamment grâce au fait qu'il utilise l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle a été utilisée dans quel contexte dans ce jeu ? Et en fait, tout simplement, elle a été utilisée pour créer 11 000 personnages réalistes en seulement 3 mois, en utilisant des algorithmes de machine learning basés sur des images fournies par la NCAA, donc la fédération qui s'occupe du football étudiant, du football américain étudiant aux États-Unis. Donc forcément, ils ont énormément de joueurs, 11 000 joueurs. Et donc ce que eSport a fait, c'est qu'ils ont obtenu les droits d'image pour chacun des joueurs universitaires. Et donc chacun des joueurs a reçu du coup $600 en contrepartie de ces droits à l'image. Et avec du coup des photos qu'ils avaient fait de tous ces joueurs ou qu'ils ont récupéré de tous ces joueurs, ils ont pu utiliser l'IA générative pour justement concevoir les 11 000 joueurs de toute
toute la ligue de football universitaire américain. Et ils ont aussi profité pour reproduire 150 stades en utilisant le même genre de technologie et 5000 personnages autres, tels que les entraîneurs ou les arbitres, pour avoir vraiment quelque chose le plus réaliste possible, en tout cas du plus proche possible, de cette ligue de football universitaire. Et ça c'est hyper impressionnant parce que forcément les joueurs ils vont changer d'année en année et forcément créer 11 000 joueurs, vous imaginez pour un studio c'est quelque chose qui est tout simplement impossible. Donc avant qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient quelque chose de générique et ils ne refaisaient pas tout simplement les visages des personnages qui étaient calqués sur les personnages réels. Je sais même pas d'ailleurs s'ils s'occupaient de cette ligue de football universitaire ou si c'est une première pour eSport, mais tout simplement avant c'était pas possible et maintenant grâce à l'IA générative c'est quelque chose qui est possible, qui est rendu possible et on peut justement créer 11 000 joueurs avec seulement du coup en seulement 3 mois. Et du coup j'imagine aussi avec des moyens en termes d'équipe technique qui sont pas trop démesurés pour que ça reste rentable pour l'entreprise. Donc je trouve que c'est une utilisation assez intéressante de l'intelligence artificielle dans le monde du jeu vidéo, et je pense que dans le monde du jeu vidéo l'intelligence artificielle elle est amenée à prendre de plus en plus de place. La semaine dernière on avait parlé justement qu'il y avait une grève en cours qui était entre justement les acteurs qui jouent pour notamment de la motion capture, mais aussi d'autres domaines dans le jeu vidéo, qui sont en train d'essayer de protéger un maximum de droits, parce que de l'autre côté, les studios sont en train d'essayer de pousser de plus en plus cette technologie, parce qu'il y a pas mal de domaines où l'intelligence artificielle, elle va vraiment permettre de réduire les coûts des studios, ou tout simplement de leur faire des choses qu'avant ils pouvaient pas faire, parce que c'était pas quelque chose de rentable. Et il faudra voir aussi à quel point ça pourra aider peut-être d'autres plus petits studios. Aujourd'hui, on a un petit peu quelque chose de similaire qui peut arriver avec les moteurs graphiques qui sont accessibles à des petits studios, comme je pense à l'Unreal Engine par exemple, qui permettent à des toutes petites structures, des petites équipes d'avoir accès à des technologies très évoluées pour un coût qui est très réduit. Je crois que Unreal Engine, si je dis pas de bêtises, ils ont un système même où le logiciel est gratuit jusqu'à un certain montant de revenus sur le jeu vidéo, ou à partir d'un certain montant ils prennent un pourcentage sur le jeu. Mais ça permet quand même de donner un accès à ces technologies à pas mal de créateurs, et dans le futur je pense que l'intelligence artificielle pourra aussi amener des choses qui pourront permettre à des petites équipes de rajouter des personnages non joueurs dans leur jeu, qui pourront travailler peut-être avec un large language model derrière qui sera entraîné avec l'univers du jeu, et qui pourront les aider à créer des univers plus complets, plus riches pour les joueurs, sans forcément avoir des équipes qui sont très très grandes derrière. Donc on verra un petit peu comment tout ça évoluera dans le futur, mais là déjà je trouvais que c'était une utilisation assez intéressante de l'IA dans ce domaine-là. Ensuite, la prochaine news concerne la startup d'intelligence artificielle Suno, dont on a déjà pas mal parlé, qui permet de générer de la musique, et qui affirme que l'extraction de morceaux protégés par les droits d'auteur est une utilisation équitable, donc ce qu'on appelle aussi le fair use. Donc eux, ils considèrent que l'utilisation qu'ils ont faite que d'utiliser des musiques qui sont disponibles sur internet, c'est une utilisation entre guillemets acceptable des droits d'auteur, en tout cas qui respecte les droits d'auteur en utilisant de la musique disponible sur internet pour entraîner leur modèle. Et donc cette déclaration intervient justement après des poursuites judiciaires qui ont été démarrées par Universal Music, Warner Music et Sony Music, qui accusent Suno, mais pas seulement, aussi la plateforme Udio, dont on a aussi déjà parlé, d'avoir formé leur intelligence artificielle en utilisant illégalement des contenus protégés. Et donc Suno, ils ont admis qu'ils ont utilisé des morceaux qu'ils ont récupérés en ligne, mais ils soutiennent que cela ne viole pas le copyright, car leur IA ne génère pas d'échantillons identiques aux originaux. Et là, forcément, je pense qu'on va avoir un gros débat juridique qui va se démarrer avec tout ça. Et puis je pense que c'est quelque chose qui risque de durer plusieurs années, parce qu'il va sûrement y avoir des décisions d'appel ou autre. Et c'est vrai que c'est un vrai débat. Il n'y a pas de réponse, je pense, aujourd'hui. Est-ce que quand on utilise des données qui sont disponibles sur Internet pour entraîner un modèle d'IA, est-ce qu'on respecte les droits d'auteur ou pas ? C'est une vaste question et c'est difficile d'y répondre, je pense, il va falloir voir comment chaque service juridique, en plus je sais pas si le fait que il y ait ces premiers procès aux États-Unis, est-ce que s'il y a des procès équivalents en Europe, est-ce que ce sera aligné sur les mêmes décisions ? Je ne sais pas. D'un côté, c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de faire des choses assez impressionnantes,
Et j'en parlerai un petit peu plus, notamment dans la partie IA de la semaine, de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Udio. C'est des choses qui sont vraiment hyper impressionnantes. On a la même chose avec tout ce qui est génération d'images et autres. Mais voilà, à chaque fois, c'est toujours le même problème. Le nerf de la guerre, c'est d'avoir des données de qualité. Les données, elles sont disponibles sur Internet, mais elles sont protégées par les droits d'auteur. Est-ce que on respecte ces droits d'auteur quand on utilise ces données pour entraîner son modèle ? Voilà, c'est le gros débat. Est-ce que quand on a un artiste humain qui, lui, s'inspire d'autres artistes, on pourrait considérer qu'il y a un problème de droit d'auteur ? Non. Maintenant, est-ce que si on le fait à l'échelle d'une intelligence artificielle, est-ce que là on a un problème de droit d'auteur ? C'est vraiment cette question-là à laquelle il faudra répondre dans les prochaines années, et sur laquelle il va vraiment y avoir un véritable débat. Je serais curieux d'avoir votre avis d'ailleurs sur ce sujet-là, donc si vous en avez un, n'hésitez pas à me le donner en commentaire, et puis comme ça on fera un petit retour d'ici le prochain épisode. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire, comme à chaque épisode, de me laisser un petit commentaire 5 étoiles, de m'envoyer un petit message si vous avez des retours à me faire sur les épisodes, car comme d'habitude c'est ce qui aide à faire avancer le podcast, même dans cette période de vacances qui est un petit peu plus calme, et où j'essaie quand même de vous tenir informé avec des podcasts qui me parlent qui suivent l'actualité de l'intelligence artificielle tout au long de la période des vacances. Ensuite, la news suivante nous amène chez Apple, et on en a parlé très brièvement juste avant, mais on a Apple qui a lancé la version bêta donc d'iOS 18.1, d'iPadOS 18.1 et de macOS Sequoia 15.1, qui introduit pour la première fois Apple Intelligence. Donc qui est la suite d'outils d'intelligence artificielle générative qui avait été annoncée à la WWDC 2024, et voilà, on va enfin avoir une première version qui intègre tous ces changements qui nous ont annoncés, qui devrait arriver pour le public en automne, seulement aux États-Unis. En Europe, je pense que ça n'arrivera pas avant l'année prochaine. J'ai pas encore pu tester cette version, donc même si j'ai le matériel du coup qui va me permettre de la tester, puisque c'est ça aussi le souci, c'est que la liste des appareils qui sont compatibles est assez réduite. Il faut absolument un appareil avec soit des processeurs M1, M2, M3, soit il faut le tout dernier iPhone, et les iPhone Pro, seulement sur la version Pro si je dis pas de bêtises, voilà. Les nouveaux iPhones aussi qui sortiront seront forcément compatibles avec ces nouvelles versions et avec Apple Intelligence, mais vu qu'il y a du calcul qui se fait en local sur les appareils pour justement la partie intelligence artificielle, tout ne se fait pas du coup sur des calculs sur serveur, il faut du matériel qui soit assez évolué, qui puisse faire tourner le petit modèle en local. On verra un petit peu déjà les premières fonctionnalités qui vont être intégrées. Normalement, la partie Siri devrait arriver plus tard. Là, on va juste avoir la partie qui permet notamment de remanier le texte, dont j'ai évoqué un petit peu la news sur la news qui parlait de Google, avec la lettre qui justement n'était pas forcément l'usage le plus intelligent de l'intelligence artificielle. Et donc là, Apple commence par un usage beaucoup plus pertinent, je pense, qui va être la partie remaniement de texte, aide à réorganiser du texte, le réécrire de façon plus professionnelle, de façon plus informelle, corriger les fautes d'orthographe, etc. Donc un usage, je pense, qui est très pertinent. Donc j'essaierai de tester ça d'ici la semaine prochaine pour vous dire si c'est quelque chose de plutôt utile ou pas. Et si ça l'est et que vous êtes intéressé, sachez que c'est assez simple de se créer un compte Apple Developer pour pouvoir utiliser ces versions, avoir accès à ces versions bêta. Vous n'avez pas besoin de payer. Avant il fallait payer pour avoir son compte développeur, maintenant il n'y a plus le besoin, vous avez juste à vous inscrire et ça vous permet d'avoir accès à ces bêtas. Mais attention, je vous déconseille de faire ça avec un appareil que vous utilisez professionnellement, ou en tout cas que vous utilisez beaucoup, puisque les bêtas elles sont parfois instables et que vous pouvez avoir des bugs ou autres, donc voilà, à utiliser uniquement sur un appareil dont vous n'avez pas forcément trop besoin. Ensuite, la prochaine news concerne encore une fois Google qui a lancé son modèle qui s'appelle Gemma 2. Et ce modèle il est intéressant parce que c'est un modèle justement qui est extrêmement petit et qui nous fait un petit peu penser au modèle sûrement que Apple est en train d'utiliser pour la partie Apple Intelligence. Donc c'est un modèle qui fait seulement 2 milliards de paramètres, ce qui est ridicule si on le compare par exemple au modèle Llama 3.1 dont on a eu l'annonce très récemment, qui lui fait 405 milliards de paramètres. Donc voilà, c'est des modèles qui est un modèle qui est 200 fois plus grand. Et là le modèle Gemma,
Lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est suffisamment petit pour pouvoir tourner sur des petits appareils et notamment sur des téléphones et des téléphones Android. Donc ça va peut-être être aussi l'un des concurrents de Apple Intelligence, mais du côté d'Android, puisque ce modèle, il va pouvoir justement facilement tourner sur des plus petits environnements. Et c'est un modèle qui est déjà accessible sur le iStudio de Google. Je vous avais déjà donné le lien d'ailleurs de ce iStudio qui vous permet d'accéder à Gemma 2, mais aussi à Gemini 1.5 Pro, et ça de façon gratuite, et c'est un modèle très très performant, on en parlera un tout petit peu plus tard d'ailleurs. Et Gemma 2, il est open source, donc il est aussi possible de l'installer sur votre matériel. Si vous avez par exemple un PC ou un Mac, vous pouvez utiliser l'application Ollama, qui s'écrit O2LAMA, dont j'avais parlé déjà un petit peu avant, qui permet en quelques clics d'installer très facilement ces modèles en local. Alors derrière, ça s'utilise en ligne de commande, donc c'est pas forcément, via le terminal, donc c'est pas forcément l'interface la plus sympathique, mais je vous assure que c'est assez simple à installer, et c'est gratuit, et ça tourne sur pas mal de configurations, puisque c'est un modèle qui est tout petit. Forcément, il n'est pas aussi performant qu'un ChatGPT ou autre, mais voilà, il permet déjà de faire des choses assez intéressantes, et vu que c'est un modèle un peu plus petit, un peu plus efficace, pour des choses assez simples, il peut être vraiment hyper pertinent. Donc je vous recommande d'aller y jeter un petit coup d'œil, ça peut toujours être utile, et l'avantage de ces modèles, c'est que s'ils tournent sur votre machine, il n'y a pas le problème de vie privée, et aussi ils peuvent tourner, si vous n'avez pas accès à internet par exemple, vous pouvez quand même avoir un petit modèle en local qui va pas coûter très cher en ressources pour votre ordinateur, qui va pas non plus peser très lourd sur votre ordinateur, et ça vous permet d'avoir toujours un large langage modèle à portée de main si besoin. La news suivante ensuite concerne Mark Zuckerberg et Jensen Huang. Donc Jensen Huang, c'est le CEO de Nvidia, et donc Mark Zuckerberg, lui, est le CEO de Meta. Et donc lors de la conférence SIGGRAPH 2024, ils ont discuté tous les deux de l'avenir de l'intelligence artificielle et des assistants virtuels. Donc Zuckerberg a annoncé AI Studio, c'est une plateforme permettant aux utilisateurs de créer et partager des personnages IA visant à démocratiser la création d'IA. C'est un petit peu comme le site internet qui s'appelle character.ia, qui est un site qui fonctionne très bien et qui est très populaire en particulier chez les jeunes américains, qui permet de discuter avec des personnages fictifs qui sont soit inspirés de personnages qu'on connaît, ça pourrait être un personnage de n'importe quelle grande œuvre de fiction qu'on connaît, soit des personnages historiques, et les modèles du coup sont entraînés avec les données qu'on a sur ces personnages là, et ça vous permet de discuter un peu avec n'importe qui. Ça peut être avec Albert Einstein ou avec je sais pas moi, Superman, et vu que les modèles ont été bien entraînés, ils ont des informations sur chacun des personnages et ils parlent avec le ton qui est le plus logique, et ils vont avoir des connaissances en tout cas sur leur univers assez étendu, et ça permet d'avoir des discussions en chat avec ces personnages là. Et ils ont d'ailleurs aussi intégré la partie chat vocale, même si c'est pas encore quelque chose qui fonctionne aussi bien que ce qu'on peut voir maintenant avec le modèle ChatGPT 4 Advance de OpenAI, qui est enfin en train de sortir, qui avait été annoncé il y a plusieurs mois, et là il commence enfin à arriver petit à petit au compte-gouttes. Il y a des utilisateurs aux États-Unis qui commencent à y avoir accès. On commence à voir d'ailleurs des tests assez impressionnants, notamment sur Twitter, de personnes qui s'amusent à faire tester le modèle. Il y a un test qui a été fait où la personne demande à ChatGPT 4 Advance, la version voix, du coup, de compter de 1 à 50 le plus rapidement possible, et c'est hyper impressionnant parce que l'intelligence artificielle, quand elle va essayer de compter le plus rapidement possible, il va y avoir des moments où elle va reprendre sa respiration, ce qui fait que ça paraît très naturel. Et donc voilà, on voit des comportements qui sont des comportements émergents qui sont assez impressionnants avec cette IA. Donc je pense que quand on va la voir arriver petit à petit et voir cet accès arriver à de plus en plus d'utilisateurs, on va voir des usages comme ça qui vont apparaître et des démonstrations qui vont être assez impressionnantes. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est encore limité à très peu d'utilisateurs. Je vous dirai dès que j'ai la main dessus. Je ferai un petit test et puis je le mettrai directement dans le podcast, mais voilà, pour l'instant je ne fais pas partie des chanceux qui ont accès à cette version avancée. Et en tout cas, pour en revenir à l'annonce qui concerne du coup Mark Zuckerberg et Wang, lors de leur conférence,
Ils ont affirmé que dans le futur, chaque entreprise aura sa propre IA, tout comme elle a un site internet ou des réseaux sociaux aujourd'hui. Et Nvidia, ils en ont profité pour présenter leur avatar James, qui est un assistant virtuel basé sur la technologie ACE, Avatar Cloud Engine, qui illustre comment les entreprises peuvent utiliser justement des avatars réalistes pour interagir avec des clients. Les deux PDG ont souligné l'importance de l'open source pour faire progresser l'IA, Meta avec ses modèles open source comme Llama 3.1 et Nvidia avec ses technologies comme Maxine, montrant que l'IA évolue rapidement vers des interactions plus complexes et naturelles. Wang et Zuckerberg imaginent un futur où l'IA est intégrée dans la vie quotidienne, augmentant la productivité humaine et transformant des secteurs comme l'éducation et le divertissement avec la réalité augmentée. Leur discussion montre que l'IA deviendra bientôt aussi courante que les sites web et les comptes des réseaux sociaux. Donc voilà, je ne sais pas s'ils ont raison sur ces points-là, mais en tout cas, ce qu'ils nous proposent, notamment avec le AI Studio de Meta, c'est de pouvoir créer notre petit personnage d'IA personnalisé en fonction de ce qu'on veut faire. Donc on peut créer par exemple un personnage qui va uniquement nous aider à faire des recettes de cuisine. Ça ressemble un petit peu à ce que OpenAI propose avec les GPT, mais là c'est vraiment plutôt orienté sur la création de personnages, d'un personnage avec qui on peut discuter, avec plutôt cet aspect chat. Et donc ils l'ont intégré directement à Instagram et à Facebook via le IA Studio. Ou du coup, malheureusement pas encore en Europe, mais aux États-Unis, les personnes peuvent discuter directement via Messenger, WhatsApp et Instagram à des intelligences artificielles. Et donc maintenant, les personnes vont aussi pouvoir créer leur propre intelligence artificielle. Donc on pourrait imaginer des personnes qui s'amusent à créer des IA sur des thèmes qu'ils aiment bien. Par exemple, je sais pas moi, une IA qui serait fan de foot et qui pourrait connaître des tas de choses sur l'équipe locale ou le club local. Ou peut-être créer une IA qui représente un personnage de télé ou autre. Ça pourrait être des choses qui pourraient être utilisé dans des promotions aussi. Je sais pas, imaginons une série qui sort prochainement, peut-être qu'on pourrait discuter avec certains personnages de la série via Instagram, Messenger, voilà, pour pouvoir plus s'intéresser à cette série. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'usages qui vont arriver avec ce genre de choses. Et en tout cas, on pourrait imaginer, en tout cas, c'est ce que ces deux PDG imaginent, un monde où chacun pourrait créer sa propre IA, son propre avatar, pour que on puisse créer des discussions avec et pourquoi pas avoir un petit store où chacun pourrait créer une IA qui correspond à un domaine bien spécifique en lui donnant les bonnes informations, les bonnes données et voilà, on pourrait derrière avoir des discussions plus ou moins intéressantes avec ces IA. Si on y rajoute par-dessus ça la voix et aussi surtout les avatars 3D, comme ce que Nvidia a présenté, qui sont pour l'instant des avatars faits en 3D, mais qui pourraient très rapidement aussi être des avatars créés en vidéo via des technologies d'animation d'images en vidéo. On pourrait vraiment imaginer des choses assez élaborées. Donc voilà, je sais pas si le futur c'est d'avoir son compte sur Instagram et sa propre IA, et que ce sera des IA qui discuteront entre elles. Je ne pense pas, mais bon, en tout cas, les intelligences artificielles devraient être de plus en plus accessibles et en tout cas personnalisables. Et en particulier aussi pour les entreprises, personnaliser son intelligence artificielle avec ses données, c'est quelque chose qui est de plus en plus facile et accessible, et je pense que c'est effectivement quelque chose qui sera de plus en plus utilisé. Ensuite, on a l'une des grosses news de la semaine avec Meta qui a dévoilé SAM 2, qui est SAM, c'est un modèle qui s'appelle comme ça pour Segment Anything Model 2. Et donc, c'est une IA qui est capable de segmenter les pixels dans les vidéos pour faciliter l'ajout d'effets spéciaux et le suivi d'objets en mouvement. C'est des données qui sont basées sur des données SAV comprenant plus de 51 000 vidéos. Et ce modèle SAM 2, il améliore la segmentation avec un mécanisme de mémorisation qui assure la cohérence entre les objets et l'éclairage. SAM 2 s'applique à divers secteurs, notamment la médecine, où elle aide à identifier des structures anatomiques et des anomalies. Dans les véhicules autonomes, elle permet de détecter les obstacles avec précision. Elle renforce également la réalité augmentée et les effets spéciaux dans le divertissement. Avec sa capacité de s'intégrer dans de nombreux domaines, SAM 2 promet d'être un outil essentiel pour les professionnels cherchant à exploiter la reconnaissance d'objets en vidéo. Donc c'est un petit peu plus difficile de vous l'expliquer dans le podcast, mais je vous mettrai un lien dans la description vers le site internet où vous pouvez directement tester ce modèle SAM 2. Mais en gros, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de prendre une vidéo, n'importe quoi, une vidéo juste avec des pixels. Le modèle, il va analyser la vidéo, il va être capable de détecter un objet. Vous pouvez sélectionner par exemple un cheval dans un troupeau, et il va vous permettre de suivre ce cheval du début à la fin, même si à un moment donné où
il est masqué par d'autres chevaux au milieu du troupeau par exemple, ou s'il y a un arbre qui passe devant, il va quand même être capable de récupérer derrière le bon cheval et de faire vraiment un suivi hyper précis. Il va être capable de sélectionner une balle par exemple sur une image où on a quelqu'un qui jongle avec un ballon, et derrière ça, une fois qu'il va sélectionner cet objet au pixel près, vous allez pouvoir retirer l'objet, rajouter un masque, par exemple flouter des personnes, flouter des visages sur une vidéo. Ça va pouvoir se faire en un clic, il n'y aura plus besoin de le faire à la main avec un suivi, ce qui peut prendre des heures. S'il y a des monteurs parmi les auditeurs qui ont déjà dû faire ça, c'est des choses qui peuvent prendre vraiment très longtemps. On doit faire un suivi image par image pour justement s'assurer que on va bien suivre l'objet en action. Là, pas besoin, il va pouvoir justement détecter automatiquement et faire des masques de façon très facile, et c'est un modèle qui en plus est disponible en open source, donc qui va probablement aussi pouvoir être intégré à des logiciels de montage vidéo ou des logiciels de création d'effets 3D. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec ce modèle là. On peut aussi s'en servir pour compter des choses, compter des animaux par exemple. Voilà, il va y avoir pas mal d'usages, la médecine aussi, comme on en parlait. Je pense qu'ils vont arriver avec ce genre de choses là, et encore une fois Meta ils ont une stratégie qui est vraiment impressionnante avec l'intelligence artificielle, puisqu'ils sont en train de sortir des modèles très utiles qui vont, je pense, être vraiment adoptés par la communauté, et qui sont des modèles qui sont tous open source et entièrement disponibles pour tout le monde. Donc voilà, je sais pas exactement comment derrière ils vont réussir à tirer leur épingle du jeu avec tout ça, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt intéressant parce qu'ils régalent un petit peu la communauté en nous mettant à disposition des modèles open source de très grande qualité. Ensuite, la news suivante concerne Gemini 1.5 Pro qui surpasse GPT-4o sur le chatbot Arena. Donc c'est le test qui est l'un des tests que je trouve les plus pertinents, puisqu'il permet de tester deux modèles l'un face à l'autre, et c'est des réponses qui sont faites par des humains. Et donc du coup, le modèle Gemini 1.5 Pro, il a obtenu un score de 1300, alors que GPT-4o, lui, a 1286, et que Claude 3.5 Sonnet, lui, a 1271. Et donc ça fait que maintenant, en ce moment, Google serait à la tête des large language models. Maintenant, c'est toujours un petit peu objectif, ça va dépendre de ce qu'on va leur demander à ces modèles, et ça va dépendre de ce qu'on va aimer aussi comme réponse. Est-ce qu'on émet des réponses plus courtes, plus synthétiques, ou des réponses qui vont être un peu plus longues? Donc voilà, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu, c'est toujours difficile de noter les modèles, mais moi en tout cas je vous conseille de tester Gemini 1.5 Pro via le lien que je vous remettrai en description, parce que encore une fois c'est un modèle qui est gratuit, et la grande force de ce modèle Gemini 1.5 Pro, c'est la longueur de contexte qu'il est capable de gérer, le nombre de tokens qu'il est capable de gérer. Vous allez vraiment pouvoir lui donner des très très grosses quantités de fichiers, des très gros fichiers, des gros fichiers PDF, des gros fichiers Word, des gros tableaux Excel. Vous allez pouvoir lui donner des choses vraiment conséquentes, alors que GPT-4o ou même Claude 3.5 Sonnet ne sont pas forcément capables de gérer des volumes de données aussi importants. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le Google AI Studio qui vous permet de tester Gemini 1.5 Pro gratuitement. Et d'ailleurs, Gemini 1.5 Pro, il a enfin été ajouté à l'abonnement Gemini qui est disponible via votre compte Google si vous en avez un. Maintenant, si vous avez un compte Gmail ou autre, vous allez pouvoir utiliser Gemini, la version 1.5 Flash, donc la version qui est un petit peu moins performante, gratuitement. Et si vous voulez utiliser la version 1.5 Pro, il faudra payer un abonnement qui coûte à peu près 20 € par mois, avec lequel vous pourrez utiliser la version Pro, mais avec le lien que je vous mettrai en description, le Google AI Studio, vous pourrez le tester gratuitement. Maintenant, il y a quand même un petit défaut, c'est que vu que c'est la version faite pour les développeurs, déjà il va pas forcément sauvegarder toutes vos conversations. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, et surtout il sera pas connecté à internet, il pourra pas faire des recherches sur internet, donc voilà, il y aura quand même cette petite limite. Et surtout la version Gemini 1.5 Pro, quand vous la payez avec votre abonnement Gmail, elle peut accéder à vos emails, elle peut accéder à vos dossiers Google Drive, donc ça permet d'alimenter l'IA et de lui permettre de faire des choses un peu plus avancées que vous ne pourrez pas faire avec la version qui est la version du coup gratuite destinée aux développeurs. Mais en tout cas voilà, je vous recommande vraiment de tester tout ça, c'est des IA qui sont hyper performantes, et c'est dommage de ne pas tester alors qu'elles sont entièrement gratuites. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'on peut faire avec un large language model, de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible, et d'essayer de l'intégrer un petit peu dans vos tâches régulières et quotidiennes pour voir un peu où l'IA peut vous faire gagner un maximum de temps.
Alors ensuite, la prochaine news concerne Black Forest Lab qui a lancé Flux.1, une suite de modèles d'IA de génération d'images à partir de texte. Créée par l'ancien ingénieur de Stability AI, la startup allemande propose 3 versions de Flux, dont une commerciale haut de gamme et 2 versions open source pour une utilisation non commerciale, ces modèles surpassant ceux de Midjourney et de DALL-E en qualité d'image et en précision des prompts. Donc qu'est-ce que c'est Flux ? C'est une architecture hybride avec 12 milliards de paramètres combinant des techniques de transformateur et de diffusion pour améliorer la génération d'images, notamment les mains humaines, un des points faibles des modèles antérieurs. Cette avancée a été rendue possible notamment grâce à des financements d'investisseurs à hauteur de plus de 31 millions de dollars. Black Forest Lab prévoit d'élargir ses capacités à la génération de vidéos, notamment pour concurrencer Runway et OpenAI. Et je vous ai mis pareil un petit lien dans la description où vous allez pouvoir tester le modèle gratuitement. Donc ça va vous permettre de générer des images et tout cela de façon gratuite. Et c'est vrai que les images elles sont vraiment qualitatives, même avec les modèles open source. Et le modèle qui lui est payant, les images qui sont disponibles en démonstration, elles sont vraiment très impressionnantes et je pense qu'effectivement on est à un niveau qui est supérieur à celui de Midjourney, même si Midjourney, quand on choisit bien les images, on a des choses qui sont très pertinentes. De façon générale, des fois Midjourney il respecte pas du tout ce qu'on lui demande. Et voilà, il est quand même encore améliorable. Et à côté de ça, DALL-E, lui, il a tendance à bien respecter les prompts, mais les images le rendu d'image qu'il nous donne, il est souvent pas très très pertinent, enfin il est pas incroyable, et il est très reconnaissable. C'est très facile de reconnaître des images qui ont été générées par DALL-E. Donc là, avec Flux, franchement, on a quelque chose qui est hyper intéressant et pertinent, avec une très bonne gestion des mains, une très bonne gestion du texte aussi. Donc voilà, je vous mettrai le petit lien où vous pourrez tester cette version-là pour générer vous-même vos images, et j'essaierai d'en poster aussi quelques-unes sur Instagram pour que vous regardiez un petit peu à quoi ça ressemble. Ensuite, la news suivante concerne une étude qui a été publiée dans The Lancet Oncology qui a démontré que l'intelligence artificielle détecte 20% de cancer du sein en plus que les radiologues. Sur 80 000 femmes suédoises à risque modéré de cancer du sein ayant subi une mammographie, l'IA a détecté 6 cas de cancer pour 1000 scans contre 5 pour les radiologues. Malgré ces résultats, l'IA ne remplace pas les radiologues. Le docteur Laura Haycock de NYU souligne que ces outils servent de complément permettant aux radiologues de confirmer les diagnostics. Par exemple, le système Mireille du MIT utilise des algorithmes pour prédire le risque de cancer en analysant des schémas dans les mammographies, montrant une précision supérieure aux méthodes traditionnelles et pouvant détecter le cancer jusqu'à 5 ans à l'avance. Donc c'est super intéressant de voir que, encore une fois, l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans la médecine, notamment sur la partie imagerie, et de voir que un bon modèle d'intelligence artificielle peut être plus puissant qu'un humain, à condition qu'il ait été bien entraîné, bien sûr, et forcément c'est des modèles qui ont encore des limites, donc c'est pour ça que pour l'instant c'est bien pertinent de les utiliser en commun avec les médecins et les radiologues pour que ce soit quelque chose qui puisse améliorer ce qu'on puisse déjà faire. Mais je pense que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place sur cette partie imagerie et aussi sur la partie spécialisation des traitements, ou en tout cas utiliser des traitements plus proches des patients et faire tout un tas de un gros travail sur la compatibilité entre un traitement et le patient, notamment avec une analyse de son génome, pour avoir des traitements qui sont plus pertinents pour chaque patient, des choses qui seraient pas possibles en tout cas qui prendraient beaucoup trop de temps si l'intelligence artificielle n'était pas utilisée. Je pense que c'est 2 gros domaines où on va voir que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place et où je pense elle va beaucoup aider au progrès de la médecine. Et enfin, pour conclure, on a une dernière news qui nous vient de la Chine, où des entreprises telles que Silicon Intelligence et Superbrain utilisent l'intelligence artificielle pour créer des avatars de personnes décédées, permettant ainsi à leurs proches de les ressusciter numériquement avec seulement 1 minute de vidéo de haute qualité. Ces sociétés prétendent pouvoir générer des avatars réalistes pour environ 30 € par avatar. Ces avatars offrent une expérience de conversation, bien que la création de versions véritablement génératives nécessite des années de collecte de données. Cependant, cette technologie soulève d'importantes questions éthiques, alors que le désir de maintenir un lien avec les êtres chers disparus est compréhensible. Cela pourrait entraver le processus de deuil. Les entreprises telles que Mediatek et Baidu développent des modèles linguistiques similaires à ChatGPT pour ces applications, mais les implications et les risques de ces avatars restent incertains. Et ça, c'est une utilisation, il me semble, dont j'avais parlé dans les tout premiers épisodes, où je disais que ça allait être des choses qu'on allait voir arriver.
Et donc effectivement, voilà, pas étonné de voir que c'est quelque chose qui arrive. Alors plutôt du côté de la Chine, forcément peut-être que sur l'aspect juridique ils ont moins de contraintes, mais en tout cas je pense que c'est des choses qui vont très probablement arriver aussi après en Europe et en Occident, puisque c'est quelque chose qui est rendu possible tout simplement via l'intelligence artificielle. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je vous laisserai en être les propres juges, et j'aimerais bien d'ailleurs avoir vos retours là-dessus en commentaire, mais en tout cas effectivement avec, je pense, une quantité de données suffisante, et plus on a de données, plus ce sera facile à faire, on va pouvoir très facilement créer des avatars, des copies numériques, des doubles virtuels qui vont pouvoir tout simplement être très proches, en tout cas au niveau du timbre de voix par exemple, ou voilà, peut-être des expressions de visage, des mimiques qu'on pourrait voir des personnes qui aujourd'hui sont décédées. Et c'est quelque chose qui est déjà fait avec des célébrités, mais c'est quelque chose qui va être rendu possible pour tout simplement n'importe quelle personne. Et je pense que via ce genre de service, on pourra uploader des photos, des vidéos qu'on a d'une personne, d'un de nos proches, et les entreprises pourront, elles, créer cet avatar. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas. Je me dis que d'un côté, peut-être que ça pourrait être intéressant pour, par exemple, des enfants qui pourraient discuter avec leurs arrière-grands-parents qui n'auraient pas pu connaître, par exemple. Ça pourrait être assez intéressant quand ils sont peut-être dans une période de recherche d'identité ou autre, mais il ne faudra pas oublier que ce ne sont que des doubles numériques, et que surtout s'il y a très peu de données d'entraînement, là on parle de 1 minute seulement de données d'entraînement, derrière en fait on va juste avoir un espèce de gros chat GPT qui va nous rebalancer des informations qui seront pas très pertinentes et qui seront juste une copie un petit peu de son contexte d'entraînement, mais qui ne seront pas vraiment la personne, un vrai double numérique. Mais après, il faut voir qu'aujourd'hui, on prend tellement de photos, on a tellement de traces, on laisse tellement de traces numériques. Imaginez par exemple tous les vocaux que vous avez pu envoyer à des personnes, toutes les photos que vous avez pu prendre, toutes les vidéos. Si quelqu'un a accès à toutes ces données-là et qui fait un double virtuel de vous, peut-être qu'au final, ce double virtuel, il commencerait à être assez réaliste. Si en plus de ça, il y a un accès à, je sais pas moi, tous vos messages, toute votre boîte mail, tout ce genre de choses-là, peut-être que le double commencerait à être assez réaliste. Et il faudrait voir justement si au bout d'un moment on se retrouverait pas avec des doubles qui seraient trop réalistes et qui pourraient poser problème si on a des personnes qui se mettraient à discuter avec ces doubles pendant des heures alors que la personne derrière est décédée. Il y a vraiment un gros débat là-dessus, je pense, qui va arriver. Mais voilà, c'était un petit peu, je pense, on va dire le sujet commun un petit peu de cette semaine, c'est ce fait de créer des avatars, des doubles qui peuvent se baser à la fois sur des proches ou à la fois être des personnages virtuels d'intelligence artificielle qu'on crée nous-mêmes. Et je pense que ça va être vraiment une tendance qui va arriver avec l'intelligence artificielle générative, et une tendance qu'il faudra suivre pour voir si c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place ou pas. Et voilà, c'était tout pour la partie news de la semaine. Maintenant, je vais vous faire un petit laïus rapide sur la partie IA de la semaine, puisque cette semaine, j'ai pu utiliser plusieurs intelligences artificielles que vous connaissez déjà. Donc, j'ai essayé d'utiliser un petit peu plus Claude 3.5 Sonnet, qui, franchement, m'a vraiment impressionné. Je le trouve plus pertinent sur pas mal de questions complexes que ChatGPT 4o. Alors, il est disponible gratuitement en partie. Si vous voulez l'utiliser un petit peu plus, et surtout si vous voulez commencer à lui envoyer des documents, des données ou autres, il faudra passer par la version payante. Mais moi, par exemple, je m'en suis servi pour faire une estimation d'un appartement. Je lui ai donné des extraits qui venaient du site DVF, qui est le site des impôts qui vous permet de faire de l'estimation d'un bien. Et je lui ai donné des gros extracts sous forme de CSV, donc vraiment un format brut de données, où d'habitude il faut le faire un traitement dans Excel ou autre pour pouvoir un petit peu formaliser les données. Là, je lui ai balancé toutes les informations brutes, et derrière, je lui ai dit, selon ces informations, à ton avis, dans le même quartier, combien vaudrait un appartement de telle taille avec telle disposition de pièces, et il m'a fait franchement une estimation que j'ai trouvée assez précise. Et derrière ça, je lui ai aussi donné des informations sur les prix que je voyais de sites internet d'annonces, en copiant tout simplement ce que j'avais pu récupérer de certains sites, puisque lui, il n'a pas directement accès à des sites comme Le Bon Coin ou Se Loger. Donc je lui ai directement copié les infos pour lui redonner et l'aider à affiner son estimation. Et franchement, il a fait un truc qui était vraiment hyper pertinent, très argumenté, en découpant en plusieurs points, en me donnant pourquoi il faisait cette estimation-là, en faisant une estimation basse, une estimation hausse. Enfin, franchement,
quelque chose de très complet. Donc j'ai vraiment apprécié son retour là-dessus. Et voilà, ça fait pas mal de fois où je me rends compte que des fois, je pose des questions à ChatGPT en ayant quelque chose en tête. Hein. Alors je vais pas effectivement faire des prompts qui sont suffisamment précis pour lui donner vraiment ce que j'ai en tête, mais c'est aussi un petit peu pour le tester. Et je me rends compte que souvent il répond un petit peu à côté de la plaque. Alors que quand je vais poser la même question à Claude, lui il va vraiment tout de suite être sur le bon sujet, donc c'est qu'il arrive vraiment avec le peu d'infos que je lui donne dans mon prompt à vraiment comprendre mon besoin, et voilà, là-dessus je trouve que ça simplifie son usage, donc je vous recommande de le tester un petit peu avec du coup aussi Gemini 1.5 hein, que moi j'utilise toutes les semaines pour faire notamment le résumé du podcast, puisque c'est un modèle qui permet que je peux utiliser pour justement faire un transcript complet de l'entièreté du podcast, même si le podcast dure plus d'1 heure, et c'est là où je trouve qu'il a une véritable force, c'est sa taille de contexte, où on peut vraiment lui envoyer des contenus qui sont très très longs. Ensuite, petit aparté sur Midjourney, où maintenant la version web de Midjourney, pour ceux qui ont vraiment du mal à passer par la version Discord, elle est disponible pour toutes les personnes qui ont généré au moins 100 images. Donc voilà, 100 images c'est beaucoup plus réduit que l'accès qu'il y avait avant. Je pense qu'ils vont pas tarder à la sortir officiellement dans peu de temps. Ensuite, pareil, je vous ferai un petit lien vers SAM 2, la version de test dont on a parlé dans la partie news, et vers la version de Flux qui est disponible sur le site de Replicate, où vous pourrez générer vos images gratuitement. Et dernier point sur les utilisations de l'IA de la semaine, alors c'est pas vraiment une utilisation de l'IA de la semaine, c'est plus une annonce qui a été faite d'un outil qui s'appelle Friend, comme ami du coup en anglais, que vous pouvez aller voir sur le site friend.com, qui a fait une vidéo de lancement là, qui est disponible sur YouTube et qui est digne d'un épisode de Black Mirror. Alors qu'est-ce que c'est que le friend.com ? C'est un espèce de collier que vous mettez autour de votre cou, qui écoute absolument tout ce que vous faites, et qui, en fonction de ce qu'il écoute, va vous envoyer des messages sous forme de notifications sur votre téléphone, qui vont être des messages de support ou des messages d'encouragement ou des petites blagues. Enfin voilà, c'est censé être votre ami virtuel qui écoute absolument tout ce que vous faites, avec qui vous pouvez parler comme ça, et qui va vous faire des petites réponses sous forme de texte. Alors c'est pas sous forme d'audio, je sais pas trop pourquoi ils ont décidé d'utiliser le texte, mais voilà, c'est super bizarre. Si vous voulez avoir une vision d'un avenir, je pense, dont on ne veut pas, allez faire un tour sur le site friend.com et allez regarder leurs vidéos de lancement. Donc ça fait encore partie des gadgets IA qui sont en train de surfer sur cette vague, qui je pense ne fonctionneront pas du tout, mais voilà, c'est hyper intéressant, mais limite on dirait une blague, donc c'est assez gênant, on va dire, de voir leurs vidéos de lancement, mais bon, pourquoi pas. Et on verra comment ça fonctionnera avec notamment le Rabbit R1 qu'on avait vu, qui pareil a été un échec, et l'autre gadget, j'ai oublié son nom, qui était un petit peu dans le même contexte, le AI Pin, voilà, qui était censé remplacer le smartphone. Enfin bref, on en a régulièrement qui essayent, mais à chaque fois ça ne marche pas, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà tous un smartphone, on sait déjà tous en servir, il y a juste à sortir une bonne application qui fonctionne bien. Là, tous ces usages qu'ils essaient de créer, c'est des usages, je pense, qui sont un petit peu à côté de la plaque, et qui peuvent être remplacés tout simplement par un smartphone. Et enfin, pour terminer ces utilisations de l'IA de la semaine, j'ai testé la nouvelle version de Udio, la version 1.5, et franchement je suis hyper impressionné. La dynamique qu'on commence à avoir dans les musiques, elle est hyper impressionnante, la diversité des instruments hyper impressionnante, le détachement aussi entre les pistes, il y a un moment donné où avant on avait un peu l'impression qu'ils mélangeaient tout un tas d'instruments en même temps. Là on entend vraiment très bien chaque instrument séparément, la qualité des voix aussi qui a vraiment augmenté. Enfin bref, je trouve que c'est hyper impressionnant. Donc pour finir le podcast, je vais vous faire un petit medley, un petit mélange un petit peu de tout ce que j'ai pu tester avec Udio. Voilà, je vous ai mis des petits tests, des choses qui sont en anglais, des choses qui sont en français, et pour finir une chanson sur le podcast que je vous laisserai écouter. Donc voilà, profitez de cette outro musicale, j'espère que vous l'apprécierez. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouve en pleine forme pour un nouvel épisode du podcast. Allez, ciao. Under Paris skies where dreams are gold, with a spark in my eye, a story told. Feel the woman to be, the city's alive. In the heart of the day, that's where we cry.
just one more. From the slave to the reindeer score. Together as one, let's go. Santiago. Dans l'univers des circuits, on éclaire le chemin. Dimitri, Josh et Junibert, main dans la main. On parle de futur, d'idées et de rêves. Plongé dans le monde où l'IA s'élève. Tsunami, notre voix résonne. Dimitri et ses IA, la passion détonne. Tsunami, pour espérer sans fin. Rejoignez l'aventure, venez avec nous demain. Des algorithmes qui dansent, des données en couleur. Dimitri mène l'aventure, un nouvel horizon. Avec Josh et Juniper, l'inspiration. Tsunami, notre voix résonne. Dimitri et ses IA, la passion détonne. Tsunami, pour explorer sans fin. Rejoignez l'aventure, venez avec nous demain.